On va plus loin à présent dans l'essentiel avec Richard Verly, correspondant ici à Paris du journal suisse Blick. Bonjour Richard. Bonjour Raphaël. Et Gauthier Rybinski, chroniqueur international à France 24. Bonjour Gauthier. Bonjour Raphaël. Au sommaire, l'Ukraine prête à cesser toutes ses frappes sur les infrastructures énergétiques et civiles en Russie. Volodymyr Zelensky s'engage après avoir parlé à son tour au téléphone à Donald Trump et après une nuit d'affrontements sans changement malgré l'accord de Vladimir Poutine pour une trêve partielle. Puis plus guerre de trêve à Gaza où l'armée israélienne reprend elle son offensive aérienne et au sol désormais avec pour objectif une nouvelle ligne de partage nord-sud le long du corridor de Netzarim. Conséquence, Itamar Ben-Gvir, le leader d'extrême droite, revient dans la coalition gouvernementale. C'est à suivre. Tout de suite, on va plus loin. S'agit-il d'un jeu de dupes? L'engagement d'un cessez-le-feu partiel sur les infrastructures en Ukraine n'empêche pas les hostilités de se poursuivre, comme la nuit dernière. On s'accuse de part et d'autre d'avoir frappé des sites stratégiques ou civils, immeubles et hôpitaux ukrainiens d'un côté, pétroliers russes de l'autre. La preuve que rien n'est réglé, même si Washington se félicite des premières avancées. Après le coup de fil hier à Vladimir Poutine, un entretien cette fois qualifié de très bon appel aujourd'hui à Volodymyr Zelensky. Le point en image avec Cécile Galuccio. Comme d'habitude, sa réaction est enthousiaste. Et comme d'habitude, c'est sur son réseau social que le président Trump a réagi. Je viens d'avoir un très bon appel avec le président de l'Ukraine, Zelensky. Il a duré environ 1 heure. Nous sommes sur la bonne voie. Un sentiment partagé par Volodymyr Zelensky, également sur les réseaux sociaux. J'ai eu une conversation positive, très substantielle et franche avec le président des États-Unis, Donald Trump. Nous pensons qu'avec l'Amérique, avec le président Trump et sous le leadership américain, une paix durable peut être atteinte cette année. Pourtant, dans les faits, les points de discorde entre les présidents russes et ukrainiens sont nombreux. Volodymyr Zelensky dit vouloir faire la paix. Vladimir Poutine, lui, a purement et simplement rejeté mardi le cessez-le-feu dans son entièreté, sans le dire ouvertement. C'est tout à fait cohérent avec sa position de longue date. Il ne veut pas accepter un cessez-le-feu. Il l'a fait savoir de manière très claire et très détaillée au cours de l'année écoulée. Il comprend toutefois qu'il est imprudent pour lui de le dire directement au président Trump, puisque ce dernier a fait de la fin de la guerre une très très grande priorité. Et surtout, Vladimir Poutine a conditionné la mise en place du cessez-le-feu à l'arrêt de l'aide militaire occidentale, y compris le partage de renseignements. Mais ce mercredi, Washington clarifie les choses. Le partage de renseignements en matière de défense de l'Ukraine se poursuivra. Le président ukrainien multiplie les concessions mercredi. Il a affirmé que son pays était prêt à cesser les frappes sur les infrastructures énergétiques et civiles russes. Mardi, Vladimir Poutine, lui, ne s'était engagé que sur les sites énergétiques. Ce que nous avons maintenant, en fait, c'est une compétition ou une rivalité entre Kiev et Moscou pour persuader Trump que c'est l'autre partie qui est responsable d'empêcher Trump d'atteindre son objectif de mettre fin à la guerre. Selon les derniers développements, les États-Unis pourraient prendre possession des centrales nucléaires électriques ukrainiennes pour assurer la sécurité des sites. Un point qui risque là aussi d'agacer Vladimir Poutine. Comment cet appel entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky est-il perçu en Ukraine? On fait le point avec James André. J'ai parlé à de nombreux Ukrainiens, et que ce soit d'ailleurs l'appel d'hier entre Donald Trump et Vladimir Poutine, ou bien l'appel d'aujourd'hui entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, eh bien, ce qui m'a surpris, c'est le manque, je dirais, d'intérêt de la part de la population, que ce soit à Odessa, où j'étais ce matin, et ici aussi, dans cette zone, où j'ai parlé à plusieurs personnes qui me disent qu'ils suivent ça finalement d'assez loin. À Odessa, plusieurs personnes m'ont dit, écoutez, on sait qu'il n'en sortira rien. On ne peut pas faire confiance à Vladimir Poutine. Donald Trump, on ne comprend pas bien ce qu'il fait. Nous ne sommes pas réellement à la table des négociations. Ça, c'est en tout cas ce matin. Et donc, c'est très difficile de, entre guillemets, s'intéresser à tout cela. Donc, beaucoup de personnes m'ont dit ça. Ceux qui s'y étaient intéressés, qui s'étaient intéressés aux conclusions de ces discussions, m'ont dit que, eh bien, en ce qui concerne la conversation entre Trump et Poutine, ils avaient le sentiment finalement que Vladimir Poutine s'en sortait très bien en ne proposant finalement qu'une trêve sur les infrastructures énergétiques, mettant en avant le fait que les Ukrainiens avaient récemment frappé de nombreuses installations pétrolières en Russie
et que, en réalité, les Russes avaient plutôt réduit leur nombre de frappes sur les infrastructures énergétiques en Ukraine, alors qu'ils les avaient fortement frappées au début de l'hiver. Eh bien, c'était beaucoup moins le cas maintenant au printemps. Alors maintenant, on a évidemment des détails qui commencent à émerger de cette conversation entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Notamment, on apprend que Donald Trump s'est engagé à fournir plus de défense antiaérienne à l'Ukraine, potentiellement en allant chercher des munitions dans les stocks européens. C'est quand même assez surprenant. De la même manière, on a Donald Trump qui aujourd'hui a annoncé qu'il allait faire tout son possible pour faire revenir les enfants qui ont été déportés de force vers la Russie, les enfants ukrainiens, le même jour, alors que même dans la journée, les États-Unis avaient annoncé qu'il y avait un définancement de l'organisme américain chargé de répertorier ces enfants, qui avait même eu des inquiétudes, qui ont été d'ailleurs dénoncées ce soir par la porte-parole du secrétariat d'État, comme quoi les fichiers avaient été détruits. Donc les fichiers existent bien, mais l'agence qui les gérait n'a plus de financement. Donc on est quand même dans quelque chose d'assez finalement schizophrène quand on voit un petit peu la position de Donald Trump, qui d'une part parle d'un cessez-le-feu complet et d'autre part fournit plus de défense antiaérienne, avançant qu'effectivement il y a eu de nombreuses frappes russes dans la nuit. Donc de son côté, Volodymyr Zelensky lui avance qu'il est d'accord pour une trêve inconditionnelle de 30 jours, ce qui avait déjà été avancé pour un cessez-le-feu sur la ligne de front, et les discussions doivent reprendre à Jeddah dans les jours qui viennent. Mais c'est vrai que pour l'instant, eh bien, la population ukrainienne est pour le moins dubitative. Elle est dubitative aussi parce qu'hier, après l'appel entre Donald Trump et Vladimir Poutine, eh bien, dans la nuit, il y a eu 145 frappes sur le territoire, dont une que nous avons pu entendre. En tout cas, nous avons entendu les sirènes à Odessa. Voilà, c'était James André en Ukraine, vers le front oriental. Richard Verly, il y a tout de même eu l'échange de 175 prisonniers de part et d'autre, plus 22 Ukrainiens, semble-t-il, grièvement blessés, le signe d'une détente malgré tout? Je ne pense pas qu'on puisse considérer l'échange de prisonniers comme un signe de détente. Les échanges de prisonniers, il y en a eu régulièrement depuis le début de la guerre, tant mieux d'ailleurs. Et donc là, on est dans la procédure normale, je dirais, de ce conflit. Non, ce qui est vraiment très intéressant en ce moment, c'est que Donald Trump est peut-être, je pose la question, en train de réaliser qu'il va se faire rouler par Vladimir Poutine. Parce que quand même, regardez la séquence, il parle pendant plus d'1 heure à Vladimir Poutine, les résultats sont maigres, et toute la presse, je dirais la presse mainstream, celle que Trump n'aime pas, mais la presse, disons, objective, voilà, celle qui lit quand même, dit que c'est Poutine qui a gagné cette conversation téléphonique. Voilà que maintenant, il parle à Zelensky. Le lendemain, qu'il lui parle pendant 1 heure, on apprend qu'il va quand même augmenter les défenses antiaériennes, qu'il poursuit l'échange d'informations. Moi, je pense que Donald Trump, il a besoin de sortir victorieux de cette situation avec Vladimir Poutine. Il veut 2 choses, la paix, rapidement, il l'a dit. Il s'est engagé d'abord en 1 journée. Bon, ça ne jouait pas maintenant sur les 100 jours, mais il a besoin d'une victoire. Or, il voit bien que Vladimir Poutine est en train de lui retirer le tapis sous les pieds. Je n'exclurai pas peut-être de la part de Donald Trump un revirement qui nous surprendra, qui sera lié à la fois à son humeur, mais au fait, je le répète, il est le patron, et il n'arrête pas de le dire, de la première puissance mondiale. Il veut être respecté par la Russie. Pour lui, Poutine n'est pas un égal. Poutine est quelqu'un sur lequel il estime avoir une prise. C'est votre sentiment, à vous aussi, Gauthier. Donald Trump serait en train d'éprouver l'inflexibilité russe à ses dépens et pourrait en sortir fort mari? C'est ce qu'on dit depuis un certain temps ici, sur ce plateau, c'est qu'il y a à une différence près. Quand vous dites, Richard, il veut la paix, moi je ne suis pas certain qu'il veuille la paix. Il veut une victoire personnelle. Ça, c'est sûr. Il veut quelque chose où il se met en scène comme étant le grand pacificateur, le grand faiseur de paix. Et d'ailleurs, tout son propos sera, et c'est compliqué, parce que si Poutine le contre à chaque fois, c'est compliqué de dire, mais non, mais regardez, la paix est arrivée et c'est grâce à moi. Souvenez-vous, je le cite encore souvent, même si ça n'est pas de la même nature, mais la façon dont l'administration Trump, à l'époque, en 2018, a présenté le sommet de Singapour avec Kim Jong-un comme une victoire. Trump allant jusqu'à dire qu'ils échangeaient des lettres affectueuses, etc., etc. On a bien vu ce que ça a donné. Bon. Donc là, il y a cette volonté d'être le démiurge, le pacificateur, celui qui arrive à quelque chose, là où l'administration Biden, parce que c'est là qu'on règle ses comptes, a totalement échoué. Il veut la paix ou il se satisferait d'une normalisation des relations avec la Russie? Parce qu'on a parfois le sentiment qu'en fait, c'est la relation entre Washington et Moscou qui prime sur le sort de l'Ukraine, passé par pertes et profits si nécessaire.
Alors, je pense que pour Donald Trump, en termes de priorité, c'est la relation avec la Russie et c'est notamment, dit-on, décrocher la Russie de l'orbite chinoise, ce qui, franchement, est un challenge qu'il est loin d'avoir gagné. Mais ça ne peut pas se faire sans une paix en Ukraine ou sans un règlement de paix acceptable en Ukraine. Aujourd'hui, l'Ukraine est la vitrine du monde. Et qu'il le veuille ou non, Donald Trump, tout le monde regarde l'Ukraine et tout le monde regarde Zelensky. Et il s'est mis dans la position, au fond, où tout le monde aussi le regarde. Lui, Trump, tu as dit que tu étais capable de faire la paix, eh bien montre-nous que c'est vrai. Donc il est dans une position compliquée. Ah oui. J'ai noté dans le message qui a été traduit de Volodymyr Zelensky qu'il a dit d'ici la fin de l'année. Une paix durable d'ici la fin de l'année. Ça veut dire que là c'est Zelensky qui fixe lui-même le calendrier. Donc Donald Trump n'est peut-être pas dans la position de force qu'il aimerait occuper. Volodymyr Zelensky qui fixe donc le calendrier, vient de nous dire Richard, relevé fort justement, qui dit ne souhaiter faire aucune concession à Moscou. Ce sont ses termes aujourd'hui concernant l'aide militaire dont lui-même, Volodymyr Zelensky et plus généralement l'Ukraine, s'estiment effectivement les légitimes récipiendaires de la part de l'Occident et qui réclame encore des garanties de sécurité, les fameuses qui lui avaient valu de prendre la porte du bureau ovale il y a de cela 2 à 3 semaines. Est-ce qu'il ne va pas finir par se mettre à nouveau à dos les Américains avec ce type de déclaration ? Probablement. Mais vous voyez bien que quand Poutine empistrouille, pardonnez-moi le terme, encore une fois Trump, et que Zelensky dit, voyez bien, nous, on a peut-être des revendications, mais enfin, on est de bonne volonté. On est pour la trêve, on est en train de se faire piquer nos terres rares, mais on peut trouver un compromis. Vous savez très bien que sur la Crimée, ça fait longtemps que je dis qu'il va falloir faire des révisions déchirantes, etc., etc. Et vous, monsieur le président des États-Unis, qui faites confiance à Poutine, à la moindre occasion, il vous tacle. Vous ne croyez pas qu'il faudrait reconsidérer vos choix, vos alliances? Encore une fois, ce qui importe à Trump, c'est ces 2 choses. Il y a d'une part sa trajectoire personnelle, il y a aussi probablement, mais ça n'est pas prépondérant, il y a aussi probablement cette idée que qu'est-ce qu'il a à faire, lui, de ces démocraties ou de ces pays qui sont en devenir démocratiques, alors que lui est en train de rogner Trump, tout ce qu'il peut avoir à la fois dans le domaine judiciaire, dans le domaine scientifique. On voit bien tout ce qui est rogné comme budget et qui va vers de l'obscurantisme, puisqu'on dit même aux scientifiques, tel ou tel terme, non, ne les employez pas. Donc là aussi, il y a quelque chose de profond chez Trump. Si cette idéologie profonde s'accorde avec Poutine pour que Trump, en fait, tire les marrons du feu, très bien. Si ça n'est pas le cas, Poutine dira, comme il l'a fait plusieurs fois, attention, la Russie, vous courez à votre perte. Et Poutine, lui, même s'il est d'accord, ça j'en sais rien, mais même s'il est d'accord sur le fond avec Trump, ne peut pas admettre de passer pour le toutou qui suit la manière dont on fixe le calendrier. Pour autant, parce que là on a fait beaucoup de psychologie de Donald Trump, celle de Vladimir Poutine, est-ce qu'il ne court pas un risque lui aussi à se montrer trop inflexible, à faire trop monter les enchères dans cette négociation de, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Richard, peut-être finir par agacer Donald Trump? Lui, en tout cas, ne le pense pas. Parce que c'est un cadeau divin pour lui d'avoir Donald Trump à la Maison-Blanche. Absolument. Lui ne le pense pas. Vladimir Poutine pense que Donald Trump ne changera pas de registre, alors qu'il le pourrait, Donald Trump. Oui. Il a des leviers en main, notamment le levier des sanctions. Je rappelle qu'il avait même évoqué la possibilité de sanctionner ces fameuses compagnies fantômes qui permettent à la Russie de contourner l'embargo occidental et de continuer à vendre ses hydrocarbures. Sur les recettes pétrolières. Il a considérablement de moyens, Donald Trump. Mais Poutine semble convaincu que Trump ne les utilisera pas. Et peut-être est-ce là où il se trompe. Un élément que je rajoute qui concerne les Européens. Regardez le calendrier. Pour l'instant, le temps s'écoule. Et c'est un temps que les Européens devraient utiliser. Parce que là, quand même, franchement, on est très sévère sur Donald Trump, à juste titre, ne parlons même pas de Vladimir Poutine. Mais les Européens n'arrêtent pas de dire, à propos de cette soi-disant force qui se déploierait, on va y aller, on veut y aller, on peut y aller, mais rien n'a lieu. Il y a eu un vote au Bundestag hier, il y a Emmanuel Macron qui évoque des achats de Rafale. Eh bien, le moment est peut-être venu. Emmanuel Macron a quand même dit cette phrase. Quand Poutine, je le cite de mémoire, quand Poutine envoie des soldats nord-coréens, il ne demande d'autorisation à personne. Ce que je veux dire, c'est que dans cette phase de calendrier, peut-être, je pose à nouveau la question, que Donald Trump attend que les Européens matérialisent les garanties de sécurité qu'ils réclament. Trop long les Européens ou au contraire, ils ont pris la mesure du problème? Probablement trop long, mais la question pour les Européens, c'est de s'apercevoir qu'il y a une fenêtre d'opportunité. À partir du moment où Poutine dit « je veux que l'Occident arrête totalement ses livraisons à l'Ukraine », précisément, il le dit à Trump.
Ça veut dire que Trump doit pouvoir, en principe, avoir une influence sur les Européens. Si les Européens disent « Écoutez, vous choisissez votre camp, nous, on continue à fournir des armes. » Ce qu'ont dit les Français et Allemands. Ce qu'ont dit les Français et les Allemands, ça met en porte-à-faux Trump, et ça n'est pas inintéressant dans le jeu, notamment diplomatique, et dans la mesure où l'Europe souhaite être présente dans ces discussions. Encore une fois, pardonnez-moi, mais je remarque que le vocable actuel, d'où qu'il vienne, c'est une paix durable. On a oublié une paix juste. Parce que si elle n'est pas juste, cette paix, les choses reprendront. Et d'ailleurs, Poutine s'en sentira pousser des ailes. Oui, un point intéressant aussi, c'est qu'on va arriver, je crois, ce week-end à Jeddah à nouveau, enfin en Arabie Saoudite en tout cas, à une reprise des négociations. On retombe dans des négociations classiques entre administrations. C'est-à-dire que le registre de Donald Trump qui était au téléphone, moi tout seul avec Poutine, on va régler, ça marche pas. Et dès qu'on est entre administrations, on a quand même constaté que l'administration américaine, même si elle est dirigée par Donald Trump, elle reste quand même très sensible aux revendications et aux demandes de l'Ukraine. Et peut-être aussi des Européens, on verra. Absolument. La guerre, en tout cas, a bel et bien repris à Gaza, où l'armée israélienne mène à nouveau des opérations au sol, avec pour objectif de créer une zone tampon partielle entre le nord et le sud, le long du corridor de Netzarim, qui coupait l'enclave en deux jusqu'au cessez-le-feu intervenu en janvier. Et comme un signe que la trêve n'est plus d'actualité, le ministre d'extrême droite Itamar Ben-Gvir rejoint la coalition qu'il avait quittée voilà 2 mois. Les précisions de Noémie Roche et Florent Rodeau. Itamar Ben-Gvir avait démissionné il y a 2 mois jour pour dénoncer le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Alors que les bombes s'abattent de nouveau sur la bande de Gaza, le ministre et son parti d'extrême droite, Force juive, ont décidé de revenir dans la coalition gouvernementale. Le gouvernement a approuvé à l'unanimité la proposition du Premier ministre Benyamin Netanyahou de reconduire le député Itamar Ben-Gvir au poste de ministre de la Sécurité nationale. Très hostile à la trêve avec le Hamas, le sulfureux ministre et son parti, alliés au Likoud du Premier ministre, n'ont pas cessé de mettre la pression sur le gouvernement pour reprendre les combats à Gaza. Pour autant, le Premier ministre se défend d'avoir donné son feu vert à l'opération militaire à cause de considérations politiques. La pression militaire est indispensable à la libération d'autres otages. La frappe militaire sur le Hamas et la libération de nos otages ne sont pas des objectifs contradictoires, ce sont des objectifs qui sont liés l'un à l'autre. Mais pour ces Israéliens venus manifester, la reprise des combats met au contraire les otages encore présents dans l'enclave en danger. Les opposants au Premier ministre l'accusent de vouloir poursuivre la guerre afin d'assurer sa survie politique. Benyamin Netanyahou refuse de créer une commission d'enquête sur le 7 octobre qui pourrait être dommageable pour son gouvernement. Plusieurs de ses proches sont également visés par une enquête du Shin Bet, la sécurité intérieure, dont le Premier ministre a annoncé vouloir limoger le patron. Gauthier Rybinski, les conditions d'un retour à la trêve semblent désormais caduques. Écoutez, cette trêve a, j'ose pas dire a eu, le mérite d'exister. Elle n'est absolument pas dans l'idée ni de Netanyahou ni du Hamas d'être une pratique régulière ou d'être quelque chose qui s'institutionnalise. Pour Netanyahou, encore une fois, et le retour de Ben-Gvir est là pour l'attester, l'idée que ce Hamas qu'on a voulu éradiquer est encore là, au moins politiquement, puisqu'il dit, bon, ben voilà, j'accepte, je n'accepte pas. C'est insupportable pour Netanyahou. Ça veut dire que l'objectif n'a pas été atteint. Oui, d'autant que chaque libération d'otages a montré, alors peut-être à travers ses mises en scène, à quel point le Hamas conserve une forme de magistère moral à Gaza. Et oui, même auprès de ceux qu'il fait souffrir et qu'il opprime, c'est-à-dire des Gazaouis eux-mêmes. C'est là, effectivement, que c'est intéressant. Par ailleurs, si vous voulez, comment dire, un certain nombre d'Israéliens ne sont pas dupes de ce que nous venons d'entendre de la part de Netanyahou quand il dit la libération des otages et nos objectifs ne sont pas incompatibles. On sait très bien que ce qui a été particulièrement sidérant, c'est de voir qu'Israël, qui jusqu'à présent a toujours dit la protection des citoyens israéliens est la priorité, sous l'impulsion d'un Itamar Ben-Gvir et d'un Bezalel Smotrich, on a dit il faut d'abord attaquer et on verra les otages. Après, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des manifestations. La terre avant les hommes. Alors c'est la terre avant les hommes, je dirais même c'est le fétichisme de la terre avant les hommes. Aujourd'hui, Richard Verly, Benyamin Netanyahou
d'après vous, n'y voit qu'une opportunité politique, comme c'était souligné dans ce reportage, ou bien est-il vraiment convaincu de n'avoir d'autres solutions finalement pour forcer le Hamas à libérer les 59 otages encore en sa possession qu'attaquer? Moi, je ne vois pas en quoi le Hamas pourrait être tenté de libérer les derniers otages, et parmi lesquels un certain nombre d'entre eux, malheureusement, sont tués, on le sait. C'est-à-dire il y a d'un côté les otages encore vivants, et il y a des dépouilles d'otages. Je ne vois pas en quoi le Hamas serait tenté de les rendre, alors qu'il n'y a aucune promesse d'arrêter le feu. Au contraire, qu'on écrase Gaza sous les bombes. Donc il y a une contradiction. C'est faux ce que dit Benyamin Netanyahou. La réalité des faits a démontré que les libérations d'otages, chose abominable des otages pris lors de cet assaut terroriste du 7 octobre, elles n'ont eu lieu, ces libérations, que lors de phases de trêve. Oui. Donc c'est bel et bien les trêves qui permettent les libérations, c'est pas les frappes. Benyamin Netanyahou fait le pari que la pression sur la population deviendra si forte qu'elle exigera du Hamas la libération des otages, car le Hamas, lui, sait très bien qu'il n'a point de salut à l'issue de ces opérations. Je pense que ce pari ne tient pas debout. Je pense que le Hamas, il l'a démontré, tient encore ce territoire politiquement. Et par ailleurs, je ne peux pas dissocier l'attitude nouvelle de Benyamin Netanyahou du projet de Donald Trump d'expulser les Palestiniens de Gaza. Ne l'oublions pas, le président américain l'a dit. Dehors, 2 millions de Palestiniens, dehors. Eh bien, c'est quand même à ça qu'on est en train d'assister. Derrière le propos sur les otages, derrière le propos sur la menace du Hamas, j'ai quand même l'impression que c'est la volonté de faire fuir, de faire partir cette population. Et là, elle est adoubée par Donald Trump, puisque c'est la politique officielle des États-Unis. Le gouvernement israélien, Gauthier Ribinski, a décidé de rendre Gaza invivable. C'est ça le projet, au-delà même ou avant même la libération des otages? Ça date pas d'hier. Le but est effectivement, quand vous voyez l'intensité des actions militaires et des bombardements, c'est même, je dirais, pour aller... Pardonnez-moi, ça ne date pas dire, c'était pas la volonté d'Ariel Sharon, par exemple. Même si Gaza était sous blocus, l'idée n'était pas de prendre possession du territoire. Je parlais de ce qui s'est passé depuis le 7 octobre 2023. Oui, bien sûr. Donc là, la volonté de rendre invivable la chose, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, et je pense que vous avez raison quand vous dites que il y a la question finalement d'un sursaut palestinien vis-à-vis de la gangue du Hamas. Mais je ne suis pas certain que Israël souhaite cela. En tout cas, l'Israël de Netanyahou n'est pas du tout certain qu'il souhaite qu'il y ait un renouvellement justement des élites et qu'il y ait quelque chose qui relève d'une proposition politique de la part des Palestiniens. Que suggère le projet égyptien, par exemple, qui confie à l'autorité palestinienne ou à des technocrates la gestion de Gaza. Ça, vous pensez qu'Israël ne l'envisage même pas? Mais parce que ça serait un fiasco total, disons les choses. L'autorité palestinienne telle qu'elle est aujourd'hui, elle est très largement déconsidérée. On le voit en Cisjordanie. Elle n'a pas organisé d'élection. Elle a simplement essayé de contrer le Hamas avec un succès très inégal. Et puis vous savez très bien que la plupart des dirigeants de cette autorité sont accusés de corruption. Et surtout aussi, faut-il le répéter, d'être totalement en dehors d'un projet politique, quel qu'il soit. On peut en discuter, on peut le trouver mauvais, on peut le trouver bon, mais il n'y a rien du côté palestinien qui propose quoi que ce soit, et du côté de Netanyahou, c'est le sang, la martyrologie, d'une certaine manière, il y a une martyrologie israélienne qui dit, avec les Arabes, on peut jamais parler, et ce que fait souvent Netanyahou, c'est de dire, vous voyez bien que j'ai raison, c'est même pas le Hamas, c'est vrai qu'on peut pas parler avec le Hamas, ça c'est tout à fait clair, qu'une organisation pareille, on peut pas parler, mais ce que veut Netanyahou, c'est de démontrer qu'on ne peut pas parler avec les Arabes en général. Oui, et je rappelle... En tout cas avec les Palestiniens, parce qu'avec ses voisins arabes, il conclut des accords C'est vrai, mais si jamais il y a une anicroche, vous verrez très vite comment ça rejoint Ben Gvir ou d'autres qui vous disent, vous voyez bien, c'est un problème avec les Arabes. Oui, et je rappelle qu'il y a une règle simple de la géopolitique, c'est quand tout le monde est occupé par un sujet, eh bien, les autres, ceux qui sont sur d'autres théâtres, en profitent. Aujourd'hui, il est évident que Donald Trump, on vient d'en parler, sa priorité, c'est l'Ukraine, sa priorité, c'est Vladimir Poutine, c'est Zelensky, c'est les Européens, c'est suffisamment... C'est son théâtre intérieur aussi, absolument, avec ses juges. Et donc, Netanyahou a une opportunité, d'autant qu'il a eu, je le rappelle, le blanc-seing de Donald Trump officiel pour chasser les Palestiniens de Gaza. Donc moi, je crois que les choses sont liées. D'ailleurs, dans l'entretien avec Vladimir Poutine,
hier, oui c'est ça, hier, la question de Gaza et la question d'Israël a été évoquée. Les deux présidents, selon le transcript, se sont engagés à ce que l'Iran ne mette pas en danger la sécurité d'Israël ou ne porte pas atteinte à Israël. Bref, Netanyahou est aujourd'hui revenu dans une position de force géopolitique. Je dirais le contexte lui est favorable. Politiquement, à l'intérieur d'Israël, il fait le pari que de toute manière, comme il n'y a pas d'élection, il restera au pouvoir. Et autorisé par les États-Unis à aller jusqu'où, d'après vous? On l'a vu bombarder des sites en Syrie. Les Américains se chargent pour l'heure des Houthis au Yémen. Ça pourrait aller plus loin, jusqu'à Téhéran? Alors, l'idée n'est pas absente de l'esprit de Netanyahou. C'est qu'il a simplement besoin d'armes et de munitions qui soient capables vraiment d'atteindre le programme nucléaire, notamment tout ce qui est de l'ordre du souterrain. Mais dans son idée, ça n'est pas faux. Simplement, après, s'il n'y a plus d'ennemis, tout le problème est là pour Netanyahou, c'est d'avoir en permanence des gens contre lesquels être. L'Iran devrait l'occuper un certain temps, cela dit. L'Iran devrait l'occuper un certain temps, mais ça lui sert aussi. Et que la menace qui rebondit à chaque fois est approuvée par Netanyahou et ses collaborateurs et ses acolytes, elle sert parce qu'elle donne toujours une perspective qui consiste à dire aux Israéliens, vous voyez, on est encore menacé. Les images, un mot tout de même, et les chiffres, puisqu'on parle de plus de 400 morts. Alors il y a eu un chiffre qui a circulé qui est allé jusqu'à près d'un millier de morts, mais qui a été revu à la baisse par le Hamas. Tout cela, évidemment, agite les consciences occidentales notamment. Cela va avoir des répercussions où on s'est malheureusement habitué à ces images, Richard Verly. Encore une fois, on est dans une époque où, y compris dans nos médias, un sujet occupe l'espace aujourd'hui, c'est l'Ukraine. Un sujet dans nos médias occidentaux, dans nos médias européens, c'est l'Ukraine parce que c'est le destin de l'Europe, c'est le destin de l'Occident qui se joue. Et je pense que, quelles que soient les images, de toute manière, rien ne fera reculer. Aujourd'hui, Benyamin Netanyahou, il l'a dit, surtout avec la coalition qu'il est en train de reconstituer. Et à partir du moment où Donald Trump lui-même a fixé un objectif, je ne vois pas ce qui peut l'arrêter, sauf une mobilisation, alors là, très percutante des pays arabes, mais oseront-ils le faire dans les conditions actuelles? Je rappelle que les pourparlers avec l'Ukraine ont lieu en Arabie Saoudite. Exactement. Merci beaucoup, Richard Verly, Gauthier Rybinski. On va plus loin, c'est terminé. On reparlera justement de l'Arabie Saoudite et aussi du Qatar, deux pays médiateurs d'un certain nombre de crises aujourd'hui. Ce sera dans la suite de l'essentiel dans 3 minutes. En soirée, faites un tour complet de l'actualité dans l'Actu 360 aux côtés d'Anthony Saint-Léger. Tous les faits, toutes les clés pour décrypter l'actualité. Je vous donne rendez-vous du lundi au jeudi de 22h à minuit en direct dans l'Actu 360 sur France 24.